L'échiquier international, soyez les bienvenus. Trop complexe, région trop complexe que ce Moyen-Orient. Beaucoup de méandres historiques alambiqués, moult entrelacs identitaires, histoire sinueuse, faite de paix mais aussi de violence, clair-obscur entre amour et haine, trop impudent que celui qui s'aviserait d'expliquer cette région du Moyen-Orient. Tous les grands généraux au cours de l'histoire, d'Alexandre le Grand à Napoléon, ont été sublimés pourtant par ces mystères. Le Moyen-Orient, on ne le dira jamais assez, fascine, chanté par tant de poètes, visité par de nombreux grands hommes qui en ont fait leur terreau d'inspiration, parfois leur source spirituelle. Tout fascine ici, tout fascinera toujours, malgré la perpétuelle guerre. Ce soleil si spécial lavera tout dans cette région, mais c'est aussi une région des arts, de la vie, des aspirations et des détours de l'histoire, et celle aussi des conflits qui ne s'estompent jamais. La barbarie humaine a inscrit également ses lettres de sang, déjà durant les moultes croisades jusqu'au combat des Palestiniens récemment, combat qui se poursuit inéluctablement et se poursuivra sans doute demain encore. Le Moyen-Orient, havre des guerriers, est-il condamné à la lutte et des calculs froids? Ce qui est certain est que malgré les trop fragiles populations parfois traumatisées, l'histoire se complique au Moyen-Orient. L'ancrage de l'identité et de la mémoire longue et de la résistance ici s'inscrit en lettres d'or. Le Moyen-Orient est-il condamné à la guerre? Quand la paix en Palestine surviendra, les crises et les deuils sont-ils calqués inévitablement sur l'ensemble des pays et parfois plus loin, comme l'Égypte? On en parle ce soir de mémoire longue et aussi d'histoire avec notre invité du jour. Début des conversations, tout de suite. Quand on évoque le Moyen-Orient, on pense forcément à la Palestine. Avant la guerre, l'UNICEF estimait que plus de 500 000 enfants avaient déjà besoin d'un soutien psychosocial et de santé mentale dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, presque tous les enfants, soit plus d'1 million d'enfants, ont besoin d'une aide, soit plus d'1 million d'enfants, je viens de le dire, selon l'organisation de l'UNICEF. Tel est le destin de la Palestine, le linceul et le sang, les armes et la résistance qui n'a pas commencé le 7 octobre, mais bien avant, c'est-à-dire dès 1948. Est-il question de mémoire, mais pas que, avec notre invité du jour. Il s'agit d'un auteur, Mohamed Abdallah, qui a écrit Le Nil des vivants. Mohamed, merci d'avoir été des nôtres. Merci d'être des nôtres. Bonsoir Karim et merci pour l'invitation. C'est un honneur d'être parmi vous. L'honneur est partagé, Mohamed Abdallah. Alors déjà, auteur de plusieurs ouvrages où se mêle histoire, des réminiscences aussi à travers ce Moyen-Orient. Pourquoi au fond cet intérêt pour l'histoire? Alors je m'intéresse à l'histoire, pas uniquement pour l'histoire en tant que telle, mais avant tout pour savoir ce qu'elle peut nous enseigner des enjeux concrets et immédiats avec lesquels nous vivons. Parce que je pars toujours du principe que l'histoire nous façonne, mais que nous façonnons aussi l'histoire. Nous façonnons l'histoire de deux manières. Manière triviale, immédiate, qui est de dire ce que nous vivons, ce que nous faisons en ce moment, fera partie de l'histoire à un moment donné. Donc viendra un moment où on enseignera dans les livres d'histoire comment tel pays a géré la pandémie. Ça fera partie de l'histoire. Mais nous fabriquons l'histoire aussi d'une autre manière, parce que le regard que nous jetons sur l'histoire détermine cette histoire-là. Ce que nous faisons rejaillir ou ressortir, c'est un élément fondamental de la manière dont nous appréhendons le monde dans sa totalité. Alors, Mohamed Abdallah, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, où je le dis, se mêlent histoire, réminiscence. Souvenez-vous de nos sœurs de la Soumam, aux portes de Sirta. Vous parlez du royaume de Numidie et encore votre 5e ouvrage, Le Nil des vivants. Pourquoi avez-vous jeté votre dévolu sur l'Égypte, une certaine période de l'Égypte? Oui, c'est une Égypte révolutionnaire et post-révolutionnaire, l'Égypte des années 60, 70, grosso modo, l'Égypte Sadobat al-Ahrar. Oui. Et avec l'impulsion qui est venue de la chute de la monarchie, de l'indépendance véritable de l'Égypte, on va dire, aux décades qui ont suivi ce qu'on a appelé l'infitah, une ouverture qui a refermé aussi pas mal de portes, quand même, ce que je montre dans ce roman. Pourquoi écrire sur l'Égypte? D'abord, en raison d'une affection profonde que j'ai pour ce pays. De toute façon, si on écrit un livre sur un pays,
c'est qu'on a une affection pour ce pays, sinon on va quand même passer pas mal de temps le temps risque d'être long. Exactement. Et en plus de ça, je pense que l'Égypte est très importante si on veut comprendre les équilibres stratégiques de la région et les dynamiques stratégiques qui vont continuer d'impacter la vie des populations. Parce que ce que vous avez mentionné au début de l'émission, c'est une partie de ce à quoi le Moyen-Orient fait référence, donc cette terre de magnificence, de mythes, de souffrance, etc. Mais je pense qu'il est aussi important de revenir à un ancrage dans la réalité, dans les éléments matériels qui déterminent la résistance des populations et l'impérialisme auquel elles font face. Parce que, et ce que je mentionne par exemple dans le Nil des Vivants, il y a un enjeu fondamental qui est celui de la mer Rouge, des routes commerciales qui relient l'extrême-orient à l'extrême-occident, en fait, de la zone euro-atlantique. Et cet enjeu-là stratégique était très important à l'époque de l'inauguration du canal de Suez au XIXe siècle, à l'époque où Nasser se bat pour reprendre le contrôle du canal de Suez. Et c'est également un enjeu à l'heure actuelle, puisque la domination et l'extermination que beaucoup appellent de leur vœu des Palestiniens s'inscrit aussi dans ce projet-là, d'inféoder toute une région d'intérêt stratégique aux puissances impériales qui sont derrière l'entité sioniste. Donc pour vous, en fait, c'est plus qu'un travail d'historien, c'est un travail de généalogiste en fait, que vous faites. C'est-à-dire pour mieux appréhender le futur, il faut revenir à la source. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a une perte du savoir historique au sein de notre génération, de la jeune génération? Est-ce qu'il y a une perte de savoir? Je pense surtout qu'avec les transformations profondes apportées par différentes technologies, y compris les technologies de l'information, et nous sommes en plein cœur de ça, dans les studios d'Al24 News. Ces transformations-là, aussi les transformations dans les rapports de force productive, bien sûr, ce type de transformation peut donner l'impression que le passé est d'emblée caduc. Ce qui n'était pas le cas auparavant, puisque un paysan du XIIIe siècle... Quand vous dites caduc, c'est-à-dire dans le soldé? Certains peuvent penser ça. Soldé, consolé. Oui. Voilà, parce que, à part... qu'est-ce que j'allais dire? Si on reprend sur ce que j'étais en train de développer, sur un paysan du XIIIe siècle qui vivait plus ou moins comme son grand-père. Aujourd'hui, un travailleur, mettons, à Alger, ne vit pas du tout dans le même monde que son grand-père. Donc, il peut avoir tendance à se dire, bon, ce que mes grands-parents vont me raconter, ça n'est pas très important. Ce que les livres d'histoire peuvent m'apprendre, ça n'est pas très important. Or, mon postulat, c'est de dire que l'apprentissage de l'histoire, s'il est fait d'une manière pertinente, peut donner des clés de compréhension du monde qui sont préalables à tout changement, à toute transformation. Alors, j'ai commencé à lire votre ouvrage, hein, je ne l'ai pas encore terminé, je commence à peine à lire, et tout de suite, à travers ces pages, hein, je me suis tout de suite fait le parallèle avec un intellectuel, Edouard Saïd, hein, un Palestinien qui a vécu aux États-Unis. Un parallèle qui me flatte. Oui, ça m'a tout de suite frappé. Lui qui a travaillé au fond à déconstruire le regard que les Occidentaux portaient vers l'Orient, donc avant de contester une quelconque domination ou une quelconque représentation de l'impérialisme ou colonial, il faudrait avant tout mettre en avant notre patrimoine identitaire et au fond, vous revenez aux sources pour mettre en avant tout le... Bon, dans cette situation, ça concerne l'Égypte, mais vous mettez en avant le patrimoine riche de l'Égypte avec une histoire peut-être qu'on ne connaît pas assez pour dire qu'on a les anticorps pour appréhender le futur. Absolument. Et ce que montre Edouard Saïd, c'est comment est-ce que tout l'appareil impérial a façonné une vision de l'Orient, en particulier de l'Orient arabo-musulman, mythifié, oui, qui pouvait servir les intérêts de ces puissances. Et ce lien-là entre impérialisme et culture, qui est justement l'objet de son livre Culture et impérialisme, qui est en fait le pendant de l'orientalisme. Pour moi, les deux vont véritablement ensemble.
cette, je ne vais pas dire cette découverte-là, mais cet exposé-là, c'est un cadeau inestimable que nous a fait Edouard Saïd. Mais donc, au fond, mais au fond, est-ce que la résistance n'est pas aussi celle de l'identité? C'est-à-dire il y a une réappropriation de soi qui est synonyme d'identité. Et cette identité, à travers votre livre, est faite aussi d'effluves culturels, puisqu'il est question dans votre ouvrage, qui se déroule au Caire, à travers des artistes comme Kulthum, Youssef Chahine, Ahmed Shawqi. Ce sont aussi des artistes, au fond, qui ne sont plus que des artistes, mais des moments où on s'est forgé une identité, une résistance pour appréhender le temps. Et on peut se reporter à ces artistes pour continuer à exister. Tout à fait. Je pense que ces créateurs ont eu le mérite d'être en écho, de proposer des échos plutôt, de la réalité historique de leur époque. Donc par exemple de montrer le conflit entre les aristocrates, les grands propriétaires terriens dans l'Égypte profonde, et le petit peuple qui essayait de survivre. Et l'exode rural que ça a entraîné, avec toutes les conséquences que ça a eu pour l'Iskandariya, le Qahira, etc. Kulthum, c'est aussi le rapport au nasserisme. C'est cette idée-là que les Arabes ont en commun une culture musicale, poétique, avec tout ce que ça entraîne au niveau politique. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des artistes, mais jamais tout à fait neutres. Bien sûr, la neutralité n'existe pas. Voilà, mais quand on écoute Fayrouz, tout se mêle chez ces artistes arabes, à savoir le drame, l'histoire, le passé, le mythe, l'identité, tout ça se mêle et fait de l'art. Au fond, c'est l'art, c'est ce que veut dire l'art. Oui, Zahra el-Madaïn, on ne peut pas faire plus ancré dans les combats concrets de l'Orient du XXe siècle et du XXIe siècle. La neutralité politique, ça n'existe pas. Pour un créateur artistique, être neutre, entre guillemets, c'est être pour le statu quo. Parce que si on est neutre, c'est que l'état du monde tel qu'il est nous convient. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas dans le sens du militantisme chez ces artistes arabes, c'est la conscientisation de la politique qui est plus prononcée et a sa tradition propre, c'est ce que je veux dire. La conscientisation, c'est une forme de militantisme. Éveiller les consciences à une réalité politique, historique, culturelle, c'est faire du militantisme. Et c'est donner à tous ceux qui rentrent dans cette dynamique-là les outils nécessaires pour amorcer un mouvement révolutionnaire. Alors, l'histoire du monde arabe, effectivement, est aussi faite de drames. Vous en évoquez quelques-uns à partir de l'Égypte. La guerre de 1967, la guerre de 1973, la mort de Nasser. Au fond, ce sont des tragédies arabes. La guerre de 1973 qui a été très importante dans le déclenchement de la dernière phase en date de la résistance palestinienne. Alors, c'est un passif ou un passé qui est fait de tragédies, mais on a l'impression que dans votre livre, pas de place pour le pessimisme. On a l'impression que vous regardez tout ça en disant que le monde arabe a des ressources pour appréhender le futur. Bien sûr. Et on est bien placé pour le savoir ici, parce que quand on sait ce par quoi on est passé pendant les 132 ans de colonisation, et quand on voit où on en est aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut dire, si on compare la situation de l'Algérien moyen aujourd'hui à la situation de l'Algérien moyen il y a un siècle, ça veut dire que le mouvement historique de sortie du giron colonial est possible. Résister à une colonisation de peuplement, c'est possible. Ne pas brader sa terre, c'est possible. Et avoir... C'est encore possible. Et j'en suis intimement convaincu. Je pense que l'étude du passé, de l'histoire, d'une manière ou d'une autre, que ce soit sous une forme académique, sous une forme romanesque, cette étude-là ne doit en aucun cas mener à un pessimisme qui, en fait, est le prélude à l'abandon. C'est de dire... La démission. On ne va rien faire, c'est une démission historique. Alors vous écrivez, nous sommes dans une ville où chaque quartier a enfanté une ribambelle de successeurs qui ne sont pas forcément plus proches de leurs voisins immédiats que de ceux où ils puisèrent leur première impulsion. Le Caire, c'est un mouvement fait ville. Mais au fond, ce n'est pas le résumé de à peu près toutes les capitales du monde arabe, où il y a cette dialectique, cette force centrifuge qui crée des miracles, au fond. Absolument. Je trouve
que beaucoup d'éléments qui sont mentionnés dans ce livre à propos de l'Égypte, à propos du Caire, peuvent se retrouver pour d'autres villes, pour d'autres pays du monde arabe. Ce que j'ai mentionné tout à l'heure sur la guerre de 56, qui permet à l'Égypte de reprendre possession de ses propres ressources stratégiques, en l'occurrence le contrôle du canal de Suez, eh bien, on a un parallèle chez nous, c'est la reprise en main des ressources pétrogazières, qui a été menée par, qui a été menée par Boumedienne. Fort heureusement, là, on a réussi à le faire sans qu'il y ait une confrontation militaire comme en Égypte en 1956. Il faut dire qu'on avait quand même déjà donné. Donc là, ça a été plutôt un triomphe de la diplomatie algérienne. Mais les dynamiques sont là. De montrer que l'indépendance véritable n'est pas seulement formelle, elle est aussi stratégique. Et à plusieurs égards. Alors, le Caire, une ville ayant su se créer une arène entre les mâchoires du désert, c'est l'île du vivant. Son fleuve surgit d'ailleurs, le Nil toujours là, serpente amicalement entre les bâtisses kérotes, disparaît parfois derrière une mosquée ou un cinéma avant de reparaître pour de bon. Antique camarade d'une procession en rebours de décades, ces ruissellements nourriciers chargés de secrets, de destinées, de femmes et d'hommes et de mystères des temps millénaires, une époque, non plusieurs. Vous écrivez ça, c'est-à-dire qu'il y a cette ambivalence, il y a cette opposition au fond entre la modernité et la tradition, mais au fond c'est une fausse opposition. Bien sûr, dans la mesure où déjà il y a beaucoup de paramètres stratégiques qui sont les mêmes d'une période à une autre, mais aussi parce que la culture que nous appelons moderne a commencé à exister parce qu'il y a eu une accumulation de dizaines de siècles de ce qu'on appelait la culture de la tradition. C'est ce qu'Oppenheim appelait le flot de la tradition, bon, dans le cas plus spécifique de la civilisation mésopotamienne, mais qui peut très bien s'appliquer à beaucoup d'autres cas. Et ça, c'est remarqué par Marshall Hodgson, que la culture de la modernité est venue au moment où il y a eu une accumulation d'innovation à un rythme bien plus lent lors des siècles précédents, pour qu'on arrive à certaines découvertes, à certaines transformations dans le mode de production et, in fine, à ce qu'on appelle la modernité. Et ce que montre Janet Abou-El-Ord dans son livre à propos de l'histoire du Caire, c'est qu'il y a eu pendant un bon moment une confrontation entre deux villes, véritablement, la ville traditionnelle du Caire et la ville moderne. Ce qui est une confrontation qui a eu lieu sous une autre forme à Alger, par exemple, puisque les Français ont détruit beaucoup de patrimoine lorsqu'ils ont envahi Alger. Ils ont détruit énormément. Toute l'ancienne ville basse d'Alger a été anéantie. Donc notre rapport... C'est pas le fait du hasard, c'est-à-dire quand on détruit les socles de l'histoire ou de l'identité, on fait table rase du passé. Quand on fait table rase du passé, on peut conditionner les administrés ou les sujets ou les indigènes de l'époque. Et là, on voit une différence entre les deux types de colonisation et d'impérialisme, dans la mesure où en Algérie, on a eu affaire à une colonisation de peuplement. Et où il y a eu des aspirations génocidaires, parce que sur les premières décennies, il y a eu des études, entre guillemets, qui ont été faites et qui montraient avec une bienveillance, voire appelaient de leur vœu, la supposée disparition démographique des Algériens. Surtout aux alentours de 1870, on en arrivait à peu près un tiers de la population algérienne qui avait été Constantine, exterminée. entre 63 et 67, on dit que les trois quarts de la population de Constantine ont disparu selon les archives du Parlement français de l'époque qui ont été mis en avant par un certain Tocqueville. Donc on l'a dit, vous mettez l'histoire en avant et les questions aussi dans un ouvrage précédent, les portes de Sirta, où vous parlez d'un royaume, ou du royaume du
du Midi, puisque vous reportez à l'histoire, vous avez fait une réelle recherche historique pour mettre en avant tout ça. Bien sûr, c'est romancé, mais les faits historiques sont authentiques, sont vérifiés. Donc l'histoire est forcément synonyme de mémoire longue. Est-ce que l'assaut du 7 octobre de la Palestine, est-ce que pour vous, cette résistance fait partie de ce vitalisme identitaire, cette identité palestinienne qu'on a tout fait pour la faire disparaître à travers le temps et à travers le non-respect des résolutions, par exemple, de l'entité sioniste? Est-ce que cette résistance est au fond une hymne à l'identité palestinienne qui revient au devant de la scène? Pour moi, l'existence de l'identité palestinienne est évidente. Ce que le 7 octobre montre de manière éclatante, c'est la vigueur de la résistance palestinienne. Et effectivement, il y a cette idée-là de dire les Palestiniens existent et ils ne vont pas s'effacer pour qu'il puisse y avoir un certain nombre d'accords entre l'entité sioniste et certains régimes collaborateurs pour qu'on puisse célébrer l'amitié entre différents régimes et leurs patrons impérialistes. Ce que la résistance du 7 octobre montre, c'est que le problème palestinien qui est posé aux impérialistes ne va pas avoir le bon goût de disparaître pour leurs beaux yeux. Et ça, pour moi, c'est très important. Je pense pour toute personne éprise de liberté, c'est très important parce qu'on est dans une phase où beaucoup d'enjeux géostratégiques vont se décider. Il va y avoir des cartes qui vont être rebattues, qui sont déjà en train d'être rebattues, avec le fameux processus de normalisation qui est maintenant, qui a du plomb dans l'aile, forcément. Les accords d'Abraham. Les supposés accords d'Abraham. Parce qu'il faut croire que souiller la terre palestinienne n'était pas suffisant, il fallait aussi souiller le nom des patriarches et des prophètes. Bon, la alayna. Mais la résistance palestinienne est absolument admirable dans la mesure où elle parvient à se dresser face à une entité qui a l'appui hystérique, en fait, de la plus grande machine militaire sur Terre. Alors on est obligé de vous poser la question, comment vous jugez la posture ou la position ou le positionnement timoré des pays arabes qui sont un peu en retrait quand il s'agit de la souffrance palestinienne? Oui, à l'exception du Yémen, quand même. Évidemment, parce que bien sûr, les Yéménites ont montré ce que soutenir la résistance voulait vraiment dire. Par rapport à ces prises de position-là, je trouve ça absolument déplorable. Parce que la libération de la Palestine ne pourra se faire que par un soutien plein et entier de tous les pays avoisinants. Et ça, pour moi, c'est crucial. Parce que la situation au niveau de la colonisation de peuplement en Palestine est critique. C'est pas pour rien qu'on parle de génocide à l'heure actuelle. Et si on devait comparer, par exemple, à la situation démographique en Algérie, nous étions quand même, grosso modo, 9 à 10 fois plus nombreux que les colons français. Aujourd'hui, en Palestine, on n'est pas loin du 50-50. Donc ça va être très compliqué s'il n'y a pas un soutien qui vient des pays avoisinants. Alors, le Nil des vivants, Mohamed Abdallah, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous, vous qui maniez les mots, le mot de génocide, est-ce que vous le trouvez approprié, exagéré? Parce que certains éditorialistes, même algériens, le trouvent un peu exagéré, un peu trop appuyé, un peu trop militant. Qu'est-ce que vous en pensez, le mot génocide? Bon, je ne sais pas si on peut être trop militant lorsqu'il s'agit de la Palestine. Déjà, je pense que dans un deuxième temps, si la Cour de justice internationale pense que ce terme est approprié, nous n'allons pas être quand même plus timorés que la Cour de justice internationale. Il ferait beau voir que nous soyons plus en retrait que ces gens-là. Donc, à minima, on peut parler de génocide. Oui. À minima. Oui, pour ceux qui se préparent. Les Palestiniens, Inch'Allah, vont continuer à résister et, je l'espère, triompher. Alors, le Nil des vivants, il a eu beaucoup de succès, ce livre, et on lui souhaite encore une belle suite, une belle trajectoire de succès, puisque c'est tout le début. Est-ce que vous travaillez à un autre ouvrage présentement? Oui, moi j'ai toujours plusieurs projets sur lesquels je travaille simultanément. Là, oui, je suis concentré sur un roman que je pense terminer cette année.
Ben, on vous souhaite bon courage. Voilà, l'entretien du jour était avec nous Mohamed Abdallah, auteur d'une île des vivants, un voyage à travers l'histoire, la culture et la réminiscence, une plume alerte, la quintessence de l'âge d'or arabe malgré la tragédie. Précipitez-vous, un livre vraiment à découvrir. Merci d'avoir été avec nous. L'échiquier international revient demain, même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.